Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. On est ravis de vous retrouver comme tous les mercredis, les vraies voix responsables avec Philippe David. Les entreprises, acteurs majeurs face aux grands bouleversements de nos sociétés. À quoi ressemblera le monde d'après? L'entreprise de demain sera plus inclusive et plus solidaire. Et si le mot n'est pas nouveau, la démarche semble promise à un nouvel essor face à l'actualité, les nécessités économiques, les revendications sociales et sociétales. Leader mondial de la beauté, L'Oréal Group poursuit son engagement en faveur de l'égalité des chances en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Une démarche soutenue par l'entreprise depuis de nombreuses années. Et puis L'Oréal a cherché à promouvoir ses valeurs dans tous les aspects de ses activités, non seulement un élément essentiel de la réussite de l'entreprise, mais elle incarne aussi un engagement envers la société, le bien-être de ses employés. Pour en parler, nos invités ce soir, Margaret Johnston-Clark, directrice internationale diversité, équité et inclusion du groupe L'Oréal. Bonsoir. Bonsoir. Rebecca M. Salem est avec nous, entrepreneuse et économiste sur l'égalité salariale. Bonsoir Rebecca. Bonsoir. Et Françoise Bouillet, CEO ou CEO, comme c'est de l'anglais, de Be The One. Là, c'est vraiment de l'anglais. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et tout de suite, les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Margaret Johnston-Clark, directrice internationale diversité, équité, inclusion du groupe L'Oréal. On en dit long dans ce titre. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup. Pour comprendre un petit peu ce groupe, c'est à peu près aujourd'hui 37 marques à l'international. Absolument. Oui. On parle bien sûr de l'histoire de l'entreprise, de son engagement. On disait dans le sommaire finalement que cet engagement, il date pas d'hier, c'est-à-dire qu'il y a une vraie histoire dans le groupe L'Oréal. L'engagement, en fait, il date d'il y a 30 ans. On a démarré en France avec des actions très ciblées autour des personnes en situation de handicap. Il y a 20 ans, on a démarré l'action côté business aux États-Unis. Et depuis plus de 15 ans, en France et à l'international, on a des représentations dans l'ensemble de nos filiales autour des diversités, de l'équité et de l'inclusion. Donc, engagement soutenu par la direction générale, en effet, depuis un certain temps. L'Oréal, groupe gigantesque, combien de collaborateurs dans le monde? Alors aujourd'hui, on atteint presque 90 000 collaborateurs à travers le monde en 68 pays. Comme Sud Radio, je crois. Oui, c'est ça. Vous êtes franco-américaine, Oui. vous êtes aujourd'hui chez L'Oréal depuis 20 ans. C'est intéressant de raconter aussi votre parcours qui vous a amené jusqu'ici. Vous commencez par un peu l'humanitaire. Oui. Et finalement, dans le groupe L'Oréal, vous avez fait presque tous les métiers, mais beaucoup de métiers différents, ce qui vous donne aujourd'hui la possibilité de comprendre parfaitement ce groupe. Oui, j'ai eu cette chance. En effet, moi, je suis rentrée dans le groupe en 2000. Après 7 ans d'expérience à la Fondation Agir contre l'exclusion, je travaille sur des projets plutôt d'ordre éducatif et de lutte contre les discriminations. Et c'est vrai que chez L'Oréal, j'ai pu occuper des postes très variés au sein de la communication, de l'image, des marques, mais aussi du mécénat. Et depuis presque 7 ans, sur ces sujets de diversité, d'équité, d'inclusion. Justement, vous venez, c'est un peu de l'humanitaire, en même temps, la Fondation Agir contre l'exclusion. Vous avez une vision assez large du groupe après avoir eu divers postes, mais pourquoi aller en entreprise comme L'Oréal quand on a commencé dans une fondation? Alors justement, quand j'ai démarré en 93 dans cette coalition interentreprise avec la Fondation FAS, c'était vraiment l'idée de créer des parcours d'insertion vers l'emploi pour des personnes très éloignées de l'emploi. Et donc l'idée, c'était après de voir côté annonceur, côté entreprise, comment ça se passait et quel était le rôle. Je ne pouvais pas imaginer à cette époque à quel point les choses allaient changer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise et surtout les grandes entreprises comme les nôtres ont vraiment une responsabilité sociale et sociétale parce que les collectivités locales, les gouvernements, les grandes ONG sont plus les seuls à avoir cette responsabilité et certainement pas les moyens de la mettre en place. Donc c'est à nous aussi de vraiment d'y contribuer en travaillant avec le milieu associatif, mais avec différents stakeholders, dans le public comme dans le privé. Et cette responsabilité, donc c'est le rôle que l'entreprise a à jouer. Alors ces derniers temps, on a fait face à pas mal d'événements. L'actualité a été ou violente, mais du coup elle a déclenché des choses. Et c'est là que finalement se révèlent les entreprises face à MeToo par exemple, face aux violences intrafamiliales. Et là, le rôle de l'entreprise est très important. Absolument. En 2017, quand moi j'ai pris mes fonctions, le mouvement MeToo est devenu... C'est très important, pardon, j'ai fait une faute. Et vous me dites rien, Philippe David. Mais... Pardon, allez-y. Quelle autorité de ouf. Ah oui. En 2017, quand c'est devenu un sujet important dans les médias, dans la presse, il m'a semblé
absolument crucial d'adresser ce sujet au-delà des violences faites aux femmes au sein de l'entreprise, mais aussi l'entreprise comme un lieu pour adresser et gérer les collaborateurs et les collaboratrices qui étaient en situation justement qui étaient des victimes. Et donc ça, c'est à nous, et c'est là où à plusieurs, notamment avec d'autres entreprises et d'autres associations, on a pu vraiment mettre en place des politiques très concrètes permettant en fait des espaces safe en fait pour l'ensemble de nos collaborateurs, nos collaboratrices, pour justement pouvoir en parler et accéder à du logement d'urgence, de l'accès pour les crèches, pour un téléphone portable, de l'argent éventuellement, en du tout cas, temps. Une réponse et surtout une écoute en fait. Il n'y avait pas que MeToo, il y a notamment les violences faites aux femmes dont on parle énormément depuis même peut-être avant MeToo, parce que MeToo s'est sorti sur Twitter un week-end. Et c'est en général au foyer, mais l'entreprise, alors fut-elle très grande comme L'Oréal, est-ce qu'elle a un rôle à jouer ? Absolument. On a un rôle à jouer parce que on sait parfaitement que quelqu'un qui est en train de vivre ça, c'est très difficile parce que par définition, elle peut pas demander de l'aide ou des conseils à la maison. Elle a souvent perdu contact avec ses proches et donc c'est finalement pendant la journée, pendant son temps de travail, qu'elle va pouvoir se renseigner et obtenir l'aide et les conseils qu'il lui faut pour pouvoir commencer une démarche, qu'elle soit juridique ou qu'elle soit psychologique. Donc ça va toucher toute forme de violence, que ce soit les violences faites aux femmes physiques, psychologiques ou par exemple économiques, dont on va parler tout à l'heure avec Rebecca. Alors il fallait réorganiser aussi ça en interne, parce que généralement c'est un peu décorrélé de l'entreprise, on a une fondation à côté, et en fait il fallait que la direction des relations, des relations humaines s'empare de ce sujet et l'intègre vraiment dans le déploiement. Alors en fait, ça a démarré, cette initiative chez L'Oréal, et c'est pour ça que c'est assez unique, c'est que ça a démarré par la direction générale. Donc ça a vraiment démarré par, à l'époque, Jean-Paul Agbon, et très rapidement ça a été repris par les relations humaines, mais c'est vrai que c'est un sujet d'entreprise, donc ça dépasse bel et bien la responsabilité d'un département. C'est une responsabilité collective qui va de la recherche à l'innovation, en passant par la création des marques, et donc étant donné que tout le monde est manager, à un moment donné, c'est pas que la responsabilité des RH. C'est vrai que ça nous permet vraiment de trouver des solutions créatives, innovantes et surtout efficaces par rapport à l'ensemble de nos collaborateurs, parce que le local va prendre le dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur cette actualité, puisque vous êtes un groupe à l'international. MeToo, c'est arrivé forcément des États-Unis. Vous avez des antennes aux États-Unis, vous êtes très puissant sur place. À quel moment, finalement, ce sujet qui est à la base un sujet américain, même s'il nous touche aujourd'hui, vous vous êtes dit, il faut qu'on s'empare tout de suite du sujet? Est-ce que c'est immédiat ou comment ça s'organise finalement sur place? Alors, c'est comme tout sujet quand c'est dans l'actualité. Si on pense et si je pense, et avec les différentes équipes en interne, qu'on a une possibilité ou on a un rôle à jouer, c'est assez rapide. Donc là, par exemple, typiquement, ça nous a pris, on s'est emparé de ce sujet suite à MeToo. Dès 2018, on a créé une coalition d'entreprises avec d'autres entreprises qui s'appellent One in Three Women pour répondre à ce rôle-là, pour former aussi nos collaborateurs qui le souhaitaient en interne à comment identifier des violences faites aux femmes. Et ensuite, on a créé une série d'outils, dont une politique qui est aujourd'hui déployée dans l'ensemble de nos pays. Donc, c'est pas immédiat, mais ça se fait sur le temps et avec une cadence soutenue. Et il y a eu un autre fait inconnu, le confinement, où toutes les entreprises ont laissé leurs collaborateurs, qui pouvaient évidemment en télétravail. Ça posait une autre problématique aussi pour vous à gérer. Oui, absolument. Mais on l'avait déjà, et c'est à ce moment-là, c'est pendant le confinement qu'on a rédigé cette politique sur les violences faites aux femmes, les violences conjugales. Qui avait d'ailleurs explosé pendant les confinements. Absolument, et qu'on l'a déployé dès janvier 2021. Avec des partenariats très forts en France, par exemple avec la Fédération nationale Solidarité Femmes et la promotion du 3919, donc où aussi on peut porter notre voix pour faire des plaidoyers. Pareil à l'OIT en 2019. L'Office international du travail. Excusez-moi, l'Office international, l'Organisation internationale du travail. Pardon, là c'est moi qui me trompe. Où L'Oréal a pris la parole et a invité d'autres entreprises à se joindre à elle pour vraiment faire un plaidoyer pour que la Convention 190 sur les violences conjugales soit votée. Eh ben, vous restez avec nous, Margaret Johnson-Clark, directrice internationale diversité, équité, inclusion du groupe L'Oréal. On a encore plein de questions à vous poser. Vous êtes venue
forcément avec des expertes qu'on a hâte d'entendre. On est ravis en tout cas et merci de votre fidélité à cette émission. On reste ensemble jusqu'à 20h. Bienvenue sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. On est ravis de vous retrouver. On a tous quelque part quelque chose de L'Oréal chez nous, à part le shampoing chez Philippe David. Je peux vous assurer que ça ne doit pas lui coûter très cher. Je suis un mauvais client là. Margaret Nos invités Johnson. vont me haïr. Margaret Johnson-Clark est avec nous, directrice internationale diversité, équité, inclusion du groupe L'Oréal. On vous remercie d'être avec nous. Dans un instant, on reviendra avec vos invités. Aujourd'hui, c'est une énorme entreprise. Vous parliez pratiquement près de 90 000 salariés. Comment est-ce qu'on met en place, alors ça c'est assez énorme, parce que comment on met en place toutes ces formations, parce qu'il y a une espèce de formation, il y a une pédagogie auprès de tous ces interlocuteurs dans autant de pays différents, parce que forcément on est obligé de s'adapter au pays. Absolument. Donc comment on fait ? Déjà, c'est obligatoire. Donc, quand vous arrivez chez L'Oréal, vous rentrez chez L'Oréal, vous êtes obligé de faire un séminaire qui s'appelle les ateliers de la diversité. Donc, déjà, vous le faites en présentiel pendant 3 heures. Tout le monde est mélangé, donc vous n'êtes pas avec votre équipe, vous êtes vraiment avec toutes les autres personnes qui rejoignent le groupe. Oui. Et là, on aborde tous nos sujets, que ce soit autour de l'équité de genre, le handicap, les générations, l'ethnicité, vraiment à tous les niveaux. Et ensuite, on a créé un certain nombre de modules en présentiel, mais aussi en virtuel, qu'on propose et qu'on soumet aux équipes pour pouvoir le faire au moment qui leur semble le mieux. Voilà. Donc c'est vraiment un accompagnement, c'est pas du sur-mesure, mais c'est du demi-mesure, on va dire. Mais est-ce qu'on peut le faire de manière homogène ? Parce que vous êtes présent dans 150 pays, ce qui est énorme, vu le nombre de pays qu'il y a dans le monde, dans pratiquement tous les pays du monde, parce que les cultures sont quand même radicalement différentes. Si vous êtes en France, en Arabie Saoudite ou au Japon, c'est pas la même chose. Absolument. Donc en fait, on a des valeurs très claires, on a un socle commun, si vous voulez, par rapport à ce qu'on croit et comment on définit les diversités, l'équité et l'inclusion, ce qui nous semble vraiment crucial. On a aussi un code, une charte de l'éthique qui date depuis 2000, donc qui était vraiment la première étape. Et fort de ça, on arrive à sensibiliser et ensuite on l'adapte toujours à la culture locale. C'est-à-dire que certains termes peuvent être légèrement modifiés, certaines priorités peuvent être aussi mises en place et adaptées. Et surtout, la chose la plus importante, c'est la bienveillance et la sécurité de nos collaborateurs, et nos collaboratrices. Donc on va jamais les mettre en danger, mais par contre on va leur parler de multiculturel, de genre, même là où ça peut être plus compliqué, et on va l'aborder à notre façon parce que c'est absolument crucial pour faire partie et comprendre la culture de l'entreprise. Et on se nourrit les uns des autres, puisque j'imagine que ceux qui ont travaillé en France peuvent être déployés Absolument. À l'international et revenir aussi avec une nouvelle effectivement atmosphère positive de l'entreprise. Tout à fait. Donc non seulement on encourage ça, mais aussi on fait des parcours d'insertion, notamment pour pour des personnes déplacées ou des réfugiés. Pareil, toujours en mettant en avant leur histoire et leur donner la chance de pouvoir partager et d'enrichir aussi leurs équipes. Donc c'est vraiment des expatriés, des personnes de différentes cultures à qui on peut donner la parole pendant autant qu'ils le veulent. Ouais, vous êtes franco-américaine. Est-ce que vous pratiquez, ça s'entend pas votre accent français étant absolument parfait, c'est pas que je le dis, pratiquez-vous la discrimination positive, l'affirmative action, comme on dit aux États-Unis, à l'américaine chez L'Oréal ? Alors le affirmative action, malheureusement, c'est un terme Mon accent est beaucoup moins bon que le vôtre. Qui va presque disparaître aux États-Unis vu la législation qui est en cours. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui est arrivé après les droits civiques dans les années 60. Et évidemment, c'était très important pour permettre justement une mixité. Malheureusement, ça a été remis en question, comme vous le savez, dans le milieu universitaire aux États-Unis. Donc, en France, le terme discrimination positive est assez mal perçu. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je crois au quota. Et je pense que chez L'Oréal, on a toujours mis en avant la diversité des équipes et la pluralité des expériences. Et comment on peut justement célébrer ces différences. Parce qu'on est dans un domaine qui est celui de très intime, qui est celui de la peau et du cheveu.
et de l'estime de soi. Et donc c'est très important aussi d'être vraiment à l'écoute de ces différents parcours et de ces différentes histoires. Donc oui. Est-ce que c'est une nouvelle? Est-ce que ça vient aussi, ça passe par cette jeunesse aujourd'hui qui s'engage de plus en plus? On dit que ce sont forcément les plus âgés qui ont des habitudes ou de mauvaises habitudes, et cette nouvelle génération, cette nouvelle vague qui est très ouverte sur la société, sur les différences et qui ne le voit pas comme certaines générations. Alors, je pense que chez L'Oréal, étant donné que ça fait plus de 30 ans qu'on est engagé sur ça, c'est pas quelque chose qui est à la nouvelle génération. C'est vraiment quelque chose qui fait partie des valeurs historiques du groupe. Et donc justement, la différence, on a des équipes vraiment à travers le monde, et depuis toujours, on a des marques internationales dans notre portefeuille qui émanent d'Asie du Nord, d'Amérique du Nord et bien entendu d'Europe. Donc non, je pense que c'est pas un phénomène de mode du tout, et c'est vraiment pas l'ADN. C'est vraiment on parle de notre culture plus que d'ADN, mais oui, absolument. Vous vous occupez aussi de l'équité. Qu'est-ce que l'équité dans une entreprise et en quoi est-ce différent de l'égalité? Sujet de philosophie, vous avez 4 heures. Alors en 2 secondes, l'équité pour nous c'est vraiment la garantie de traitement égal. C'est permettre à chacun et à chacune d'avoir la chance. Donc on parle beaucoup d'équité de genre justement par rapport justement à l'équité salariale. Donc ça c'est des choses où concrètement, on peut mesurer, on sait qu'il y a des inégalités, on doit les combattre. Et depuis 2007, on travaille avec l'INED en France, par exemple, pour mesurer ces inégalités salariales entre les collaborateurs et les collaboratrices femmes, et justement pour les effacer. Donc depuis 2019, on les a effacés en France, on a fait la même démarche à l'étranger, mais c'est ça l'équité, c'est de comprendre qu'on n'est pas tous égaux et qu'on a besoin de ce petit... de retrouver un équilibre en fait, c'est absolument ça, entre les différents sujets. Et là, ça passe tout ça passe par une formation continue. En fait, est-ce qu'on fait des stages? Est-ce que finalement c'est le vivre ensemble qui fait que cette formation elle devient totalement naturelle dans le groupe? Je pense que le vivre ensemble contribue énormément. C'est aussi de permettre et de donner la parole à tous ceux et à celles qui viennent pas nécessairement de Paris ou qui viennent des marques historiques comme certaines de nos marques qui sont parisiennes. Donc c'est vraiment justement donner ce droit à la parole, à l'expression et à l'écoute, et sachant qu'aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, les rituels de beauté se partagent facilement d'un endroit géographique à l'autre dans un même pays, mais aussi à l'international. Donc il faut vraiment être à l'écoute de tous nos collaborateurs et nos collaboratrices. Vous occupez aussi de l'inclusion. L'Oréal, c'est une entreprise française. On en est fiers d'ailleurs, on peut le rappeler. Est-ce que dans la diversité, l'équité et l'inclusion, il y a là je vais améliorer mon accent, une French touch? Alors L'Oréal, en effet, est un groupe français avec une dimension internationale très importante. Aujourd'hui, on a une grande diversité de profils et de nationalités. On a 168 nationalités chez L'Oréal. Toute la planète, quoi. Peu de choses près. Donc on est vraiment très fiers. On est vraiment très fiers de ça. Néanmoins, c'est vrai que notre direction générale est basée en France. Donc on a un président et un directeur général qui sont français, qui ont vécu à l'étranger, qui ont eu des expériences diverses justement et auxquelles ils ont beaucoup, ils l'apportent à leur quotidien. Néanmoins, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment une entreprise internationale. Eh bien, vous restez avec nous. Dans un instant, Françoise Boyer sera avec nous, CEO de Be The One. On va parler de l'identité de genre, un sujet très important, un joli témoignage parce que ça nous concerne tous. On revient dans un instant. On fait une petite pause. Merci de nous écouter. C'est les vraies voix responsables jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Il se passe plein de choses dans le groupe L'Oréal. C'est pour ça qu'on a voulu en faire une émission, parce que il y a beaucoup d'engagement dans cette belle entreprise et nos invités nous le disent. Margaret Johnson-Clark, directrice internationale diversité, équité, inclusion de ce groupe L'Oréal. Merci en tout cas d'être avec nous. Et puis Françoise, est-ce qu'on dit Bouyer? Oui. Bouyer, très bien. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes CEO de Be The One. Ça fait partie
Margaret, de ces personnes, parce que forcément, quand on fait votre métier, on va chercher des expertises à l'extérieur, des gens qui connaissent parfaitement les sujets. Et Françoise rentre dans cette catégorie, notre invitée dans un instant, Rebecca Amsalen aussi, de ces personnes, de ces personnalités qui ont des sujets qui les portent et qui vont jusqu'au bout. Ce sont des vrais engagements. Absolument, absolument. C'est à plusieurs qu'on peut réussir à faire bouger les lignes, à faire évoluer, à former, à sensibiliser. Et moi, alors par contre, je suis très humble. J'ai besoin d'avoir des expertes comme Françoise et comme Rebecca, parmi d'autres, pour pouvoir justement me nourrir, mais aussi pouvoir justement challenger et éduquer nos équipes. Donc en interne et en externe, mais on fait des belles choses toutes les trois. En tout cas, Françoise Bouillet, merci d'être avec nous. Merci. Donc, Be The One, c'est quoi exactement? Be The One, c'est un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans tous les métiers de la mode, de la beauté, du luxe, pour les managers dans le monde. Et vous, votre lien avec L'Oréal, il part de quoi? On parle de quoi avec vous aujourd'hui? On parle justement de diversité, équité, inclusion, et à l'intérieur de ça, moi évidemment, je suis plus sur le genre, l'identité de genre, essayer de comprendre de quoi on parle, essayer de voir aussi non seulement du côté RH, mais aussi du côté business. Votre lien avec L'Oréal, c'est que Be The One, c'est votre entreprise, mais vous faites partie du Conseil global pour la diversité qui a été mis en place au sein de L'Oréal. Voilà, tout à fait. Il y a 3 ans, donc ça fait 3 ans que je fais partie de ce board. Et voilà, et on travaille de façon très approfondie avec l'ensemble de la direction du groupe. Et c'est assez spectaculaire de voir à quel point est-ce que le groupe est engagé, mais vraiment profondément, dans tous ces sujets. Et il y a des travaux qui sont très importants sur les fondamentaux même de l'entreprise. Donc ça bouge vraiment. Alors Françoise Bouillet, vous avez vu que sur notre mur il y a marqué Parlons vrai. Parlons vrai, oui. Aujourd'hui, c'est écrit beaucoup de fois. Oui. Vous êtes transgenre. Aujourd'hui, il y a énormément de sujets, il y a énormément de mots que certains ne comprennent pas. On a l'impression de tout mélanger un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui transgenre? Alors en fait, moi je suis pas transgenre. Ah d'accord. Donc voilà, déjà, ça commence. Ça commence mal. Non, ça commence très bien, au contraire, parce que ça montre à quel point est-ce que ces concepts sont compliqués à comprendre pour tout le monde et expliquer éventuellement, à vivre aussi d'ailleurs. Et puis ça peut même éventuellement être fluide chez certaines personnes. Donc en fait, on parle d'identité de genre plus que d'autres choses. Et ensuite, il y a plein de styles, de genres. Et finalement, chaque personne vit une aventure particulière dans sa relation avec son genre. Et ça concerne absolument tout le monde. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis ce qu'on appelle non-binaire. C'est-à-dire qu'en fait, je sors, si vous voulez, des 2 cases homme-femme. Je me sens plus libre que ces cases qui sont des cases sociales. On va y revenir si vous voulez qu'on bien rentre dans le détail. Bien sûr, c'est intéressant. Et donc, du coup, c'est une démarche de liberté et d'ouverture pour moi. Et donc, j'en ai besoin, c'est pas un choix. C'est un besoin de liberté que j'ai. Mais identité et expression de genre, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il y a beaucoup de béotiens. Ouais. Alors, si vous voulez, on peut peut-être repartir même un petit peu en arrière. C'est quoi un homme et c'est quoi une femme? Parce que c'est peut-être une question déjà de base. Moi, j'avais une vague idée, mais vous avez peut-être une... Voilà, mais écoutez, si on rentre dans le détail, je pense qu'il y a 2 choses clés. Ouais. Il y a la biologie d'un côté. Oui. Donc c'est les organes génitaux, c'est le système hormonal, et puis c'est les chromosomes XX ou XY. Donc quand tout ça est aligné, on obtient un mâle ou une femelle. C'est pas toujours aligné. Par exemple, il faut savoir pour les organes génitaux, il y a des bébés qui naissent avec des organes génitaux qui sont mélangés, qu'on appelle intersexes, et selon l'Organisation mondiale de la santé, ça représente 1,7% de la population mondiale. C'est quand même énorme. Ce qui est quand même énorme. Oui, bien sûr. Donc voilà. Mais quand c'est aligné, on a un mâle et une femelle. Après, pour passer mâle-femelle à homme-femme, on a ce qu'on appelle, et ce que les organisations internationales ont défini il y a maintenant plus de 25 ans, l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU, etc., on appelle ça le genre. Et le genre, c'est une construction culturelle, et ça n'a rien à voir avec la biologie. Donc cette construction culturelle, c'est ça qui fait qu'on est homme ou femme. Et donc c'est ça le point. Et si vous voulez, je peux vous donner une petite liste, par exemple, de caractéristiques de ce qu'on classe dans nos sociétés comme femme ou comme homme. Donc, je vous donne quelques petites définitions. Donc par exemple, sur les valeurs stéréotypées féminines. La douceur, l'accueil, l'écoute, l'empathie, la bienveillance, l'harmonie, l'élégance, la séduction. Ouais, voilà. Vous avez certainement un côté femme, mais peut-être que votre voisin a certainement aussi un côté femme. Et je vous invite, quand vous entendez ces mots, à voir que vous soyez un homme ou une femme, que vous identifiez comme un homme ou comme une femme, à voir comment ça résonne chez vous.
Donc toujours pour les valeurs féminines, l'attention, l'intuition, la subjectivité, la sensibilité, la psychologie, la retenue, la réciprocité, la participation, l'humilité, la capacité d'adaptation, l'endurance, la vulnérabilité, la fragilité, la candeur, etc. Il y en a beaucoup, mais je voudrais juste vous en citer 2 dernières. C'est l'osmose avec la nature et le besoin d'être aimé. Ah oui. Pour les valeurs dites masculines maintenant, l'action, la force, le courage, la détermination, l'autodétermination, la compétition, l'indépendance, le dépassement de soi, la structuration, la générosité collective, la stabilité, la constance, la concentration, l'exploration, la découverte, etc. Et les 2 que je voudrais vous donner pour finir, c'est la domestication de la nature et le besoin d'être admiré. Donc voilà par exemple ce qui est classé, ce qu'on classe comme étant les valeurs dites féminines et les valeurs dites masculines. À l'évidence que vous avez pu vous en rendre compte. On se retrouve dans les deux. On se retrouve dans les deux, bah oui, bien évidemment. Sûr. Donc en fait personne n'est vraiment complètement binaire. Tout le monde a en fait un mélange très unique, très personnel de valeurs qui font que globalement on est mélangé. Et sauf qu'on nous classe et on nous demande d'être classé comme homme ou comme femme, ce qui fait que ça, en fait, dans beaucoup de cas, on n'arrive pas à vivre pleinement les valeurs de l'autre genre parce que ça fait pas partie de ce qu'on croit être acceptable par la société. Parce qu'un homme ne peut pas être sensible. Parce qu'un homme ne peut pas être sensible, il ne peut pas pleurer dans la cour de l'école, etc. Donc c'est bien ça le sujet. Et donc aujourd'hui, la question c'est d'ouvrir un peu l'esprit et de voir qu'on peut tout à fait vivre les valeurs classées dans l'autre genre et qu'on peut même s'épanouir et que c'est peut-être même l'une des principales conditions d'épanouissement aujourd'hui, c'est de s'ouvrir sur ces valeurs. Et les jeunes ne s'y trompent pas. Vous avez dit tout à l'heure que les jeunes sont en train de bouger. Aujourd'hui, le dernier sondage qu'on a sur le sujet, qui est un sondage IFOP qui date de 2020, on pose la question aux gens, vous vous sentez plutôt femme, vous vous sentez plutôt homme, ou vous vous sentez ni l'un ni l'autre, les deux autres. Parmi les 18-30 ans, donc sur lesquels était fait le sondage, 22% se disent ni l'un ni l'autre, se disent donc non-binaires. Et moi, vous savez, je dis toujours aux gens, je suis un homme dans un corps de femme. Donc, vous voyez, oui, mais vous pouvez encore, à mon avis, dépasser ça. On pourra se voir après l'émission. Absolument. Comment ça s'inscrit dans l'entreprise? Parce que, encore une fois, parlons vrai. C'est-à-dire que on vous voit arriver, on ne sait pas si on doit dire bonjour monsieur, bonjour madame. Ça, c'est l'éducation qu'on a reçue de dire toujours bonjour monsieur ou bonjour madame. Et c'est ça aussi l'intérêt de travailler avec des entreprises, c'est finalement de casser tous ces codes moraux, enfin d'éducation et de gagner en simplicité, c'est ça? Alors oui, enfin il y a ça bien sûr, mais il y a au-delà de ça, il y a de voir l'ouverture que ça procure quand vous êtes dans ce genre de position. Donc c'est fait partie de la diversité d'avoir des gens qui ont cette ouverture-là. C'est des gens qui vont apporter un autre point de vue, peut-être une créativité plus grande. Et donc c'est des gens qui ont besoin d'être respectés, de se sentir dans un espace sécurisé et effectivement qu'on les traite pas du mauvais nom. Donc par exemple, si vous me voyez arriver, vous entendez ma voix, les auditrices et les auditeurs, c'est une voix d'homme, mais en fait je porte du rouge à lèvres, j'ai des vernis à ongles, j'ai des boucles d'oreilles, je suis habillé plutôt dans une expression de femme, mais j'ai une voix d'homme. Donc voilà, donc si vous voulez, quand on me voit moi, si quelqu'un me dit bonjour monsieur, c'est un peu embêtant, mais si quelqu'un me dit bonjour madame, c'est pas forcément tellement plus juste non plus. Donc vous dites bonjour. Voilà, c'est ça. Comment est-ce que... Alors moi c'est ça, ou bonsoir à 19h38. Bonsoir, voilà. Quelque part, dans une entreprise comme L'Oréal, est-ce que la vie privée des gens, ça relève de l'intime et ça ne devrait pas rester purement privé? Comment est-ce qu'on approche cela? Oui. C'est une question de respect. Nous, c'est précisément, moi j'ai invité Françoise à venir parler à l'ensemble de nos correspondants éthiques, par exemple, l'année dernière, pour justement les sensibiliser à cette question d'expression et d'identité de genre, pour pas heurter, pour en tout cas en être conscient. Et c'est vraiment quelque chose où l'intimité, oui, bien sûr, on doit être, l'entreprise, c'est là où vivent pendant 8-10 heures par jour nos collaborateurs et nos collaboratrices. Donc oui, c'est une question de respect et une question de compréhension, mais là, il faut qu'on sensibilise davantage. Et on n'est plus sur des choses marginales. Encore une fois, 22% des 18-30 ans sont non-binaires. Et si vous regardez les 10-18 ans sur lesquels on n'a pas le droit de faire de sondage, on est probablement au moins à ce niveau-là. Donc, si vous voulez, il y a toute une frange de la population qui arrive en s'exprimant comme ça. Et puis, vous avez tous leurs alliés. C'est-à-dire, en fait, des gens qui ne se sentent pas forcément non-binaires, mais qui trouvent que c'est essentiel que ces gens-là puissent être respectés. Et là, vous ajoutez peut-être encore autant de gens, vous êtes quasiment la moitié de la population. La moitié de la population, qui sont des gens qui souhaitent que ces sujets-là soient respectés. Donc on est face à une révolution de société quasiment. Je vais paraphraser une marque, mais c'est venez comme vous êtes en fait, c'est ça?
Oui, enfin, je pense que c'est même au-delà, c'est-à-dire c'est d'aller comprendre que ça porte aussi une richesse nouvelle, ça porte une ouverture nouvelle, et que c'est intéressant d'aller la recueillir et d'aller laisser l'espace à ces gens-là pour qu'ils amènent une vision nouvelle, une vision plus moderne, une vision plus riche de ce qu'ils ont à faire, que ce soit développer un shampoing ou que ce soit vendre un café. Dans un café, tout est infusé par cette identité de genre. C'est un des marqueurs fondamentaux de nos personnalités. Eh ben, vous restez avec nous. Conclure sur un café ou Hotels. Ouais. On va revenir dans quelques instants avec une autre experte, Rebecca Amsalem, qui est avec nous, entrepreneuse et économiste, sur l'égalité salariale homme-femme et les violences économiques. C'est un sujet aussi très important. Comme ça, on aura fait un panel assez large, finalement, du changement des entreprises aujourd'hui et de l'humain face à cette société qui mue. On est ensemble jusqu'à 20h. Merci d'être avec nous. On vous souhaite un bon début de soirée surtout. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables dans ce groupe L'Oréal avec des sujets très importants, des sujets d'inclusion, de diversité, d'équité. Margaret Johnson-Clark est avec nous, directrice justement internationale de ces sujets dans le groupe L'Oréal, avec des vrais experts et des expertes aujourd'hui. Françoise Bouillet qui est avec nous, CEO de Be The One, et Rebecca Amsalem. Bonsoir, merci d'être avec nous, entrepreneuse et économiste sur l'égalité salariale, qui est un sujet important forcément pour un grand groupe comme L'Oréal sur, je ne sais pas quelle est la proportion d'hommes-femmes en tout cas, ou de femmes-hommes, de recréer cet équilibre qui n'est pas toujours facile à faire, mais en tout cas de s'en rapprocher le plus possible. Absolument. On s'y attelle depuis 2007. Chez L'Oréal, on a 69% de femmes dans nos effectifs et on a vraiment mesuré chaque année les écarts de salaire jusqu'à les effacer à néant en 2019. Donc c'est un exercice qu'on a maintenant déployé à l'international et c'est vraiment un sujet important. Alors Rebecca Amsalem, en 2015, vous avez lancé votre première newsletter féministe nommée Les Glorieuses, dont le but était de constituer un imaginaire collectif dans lequel les femmes seraient égales des hommes. Près de 9 ans plus tard, on en est où ? Est-ce que les choses sont allées dans le bon sens ? Alors, je pense qu'on a vraiment avancé. On n'a pas reculé, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait à l'égalité, mais on a avancé ne serait-ce que sur l'univers culturel. Aujourd'hui, quand on parle d'égalité salariale, on sait ce que c'est. Quand on parle de violence faite à l'égard des femmes, c'est identifié. C'est identifié. Ouais. Et je pense que c'était vraiment la première étape, d'aller vraiment travailler sur l'imaginaire des gens pour essayer de comprendre quelle était la réalité des femmes. Pour travailler sur ces éléments, il fallait produire des chiffres. On a produit des chiffres. Il faut aussi mettre en lumière des autrices, des réalisatrices, des femmes qui produisent de la culture, des arts, et c'est ça qu'on essaye de faire dans la newsletter des Glorieuses. Sur la différence entre les salaires, l'écart des salaires entre femmes et hommes, c'est quoi aujourd'hui ? C'était quoi hier et c'est quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'on a au moins avancé ? Alors, on a commencé à faire un hashtag qui représente le moment théorique où les femmes devraient s'arrêter de travailler du fait des inégalités de salaire. On peut en citer quelques-uns. Vous avez fait hashtag 4 novembre 16h16 en 2020, 5 novembre 16h47 en 2019. Il y en a plusieurs, mais c'est des hashtags comme ceci. Vous voulez dire que là, je travaille gratuitement, c'est Absolument. ça ? Absolument, moi aussi. Mais ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous, de récréation. Et la première année où on l'a fait, c'était en 2016. Et à ce moment-là, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes était de 15,1%. Et ces chiffres, c'est les chiffres de l'Eurostat qui sont eux-mêmes issus de l'INSEE en France. Et cette année, quand on l'a fait, l'écart de rémunération était de 15,4%. C'est-à-dire que c'est un peu moins bien. C'est un delta de 0,3 points. Je dis pas que ça régresse, mais je dis que ça stagne. Et je trouve ça assez inquiétant parce qu'un certain nombre de choses ont été mises en place par le gouvernement pour faire en sorte de résorber les inégalités de salaire. Et vraisemblablement, c'est pas suffisant. Est-ce que les inégalités salariales c'est pas du tout négatif pour elles, aux petites entreprises qui n'ont pas de grille de salaire et de politique comme les grandes entreprises d'égalité, etc., comme L'Oréal? Est-ce que c'est pas là le problème aussi? Alors, les inégalités de salaire sont dues à plusieurs éléments. La première explication, assez simple, c'est ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle. C'est-à-dire que les femmes vont avoir tendance à être très nombreuses dans les métiers du soin ou des métiers de l'éducation, et on vit dans une société où les métiers du soin ou les métiers de l'éducation sont moins valorisés. Ça, c'est un fait. Mais ça n'explique pas tout. La ségrégation professionnelle n'explique pas toutes les inégalités salariales. Un deuxième élément a été notamment mis en lumière par la nouvelle prix Nobel de l'économie qui a reçu son prix dimanche dernier, qui s'appelle Claudia Goldin. Et elle a vraiment
dédié ses 40 ans de carrière à comprendre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Et elle a compris un point que je trouve tout à fait intéressant, qui explique que finalement, si en début de carrière, il n'y a pas énormément d'inégalités salariales au sein même des secteurs entre les femmes et les hommes. Il y en a, mais c'est dû à la ségrégation professionnelle. On se rend compte en revanche que ces écarts ont tendance à creuser et en fait, de manière très considérable au moment de l'âge du premier enfant, vers 30-35 ans à peu près. Donc elle a essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, les femmes ne voyaient pas leur salaire augmenter, alors que les hommes, en revanche, avaient des promotions. C'est ça. Elle stagne, exactement. Et elle s'est rendue compte qu'au moment de l'arrivée du premier enfant, il va y avoir un des deux parents qui va faire office de parent pilier. Le parent qui, finalement, ça va être celui qui va décrocher son téléphone en premier quand il y a un problème à la crèche pour aller récupérer son enfant, et puis plus tard à l'école. Et ce parent pilier, ça va être le parent qui va, au départ, avoir un salaire un peu plus faible. Et donc, dans les couples hétérosexuels, généralement, c'est la femme qui va avoir ce rôle-là. Et elle dit que, en conséquence, dans notre société, les métiers qui sont les plus valorisés économiquement, c'est les métiers où il y a une plus forte disponibilité de la part du salarié. C'est ce qu'elle appelle le travail cupide. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir tendance à rétribuer la productivité ou l'intelligence, mais on va avoir tendance à rétribuer la disponibilité du travailleur. Et c'est ça qui explique finalement aujourd'hui les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Margaret Johnson Clark, forcément, quand on entend ça, c'est passionnant. C'est dur à entendre, mais c'est passionnant. L'entreprise aujourd'hui, elle est consciente finalement de ce qui se passe à la maison, puisque là on est aussi beaucoup à la maison. Comment on transforme ça? Est-ce que finalement les femmes vont voir la DRH en disant voilà, moi j'ai stagné depuis des années, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce qu'il y a des forums où elles parlent entre elles? Comment ça se passe chez vous? Alors, il n'y a pas de forum, non, ça c'est la responsabilité de chaque, non seulement de chaque collaborateur et de chaque collaboratrice, mais d'être acteur aussi de sa vie, de sa progression et de sa vie. Mais c'est aussi évidemment des directives très claires qui sont données au sein des relations humaines. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui sont pas juste en lien avec le salaire, mais aussi sur le mindset. C'est-à-dire, par exemple, le congé coparents et paternité a été lancé chez L'Oréal, obligatoire dans l'ensemble des pays depuis 2019. Donc ça, c'est des choses aussi où c'est pas uniquement aux mamans d'être à la maison, le parent pilier, mais c'est aussi aux pères et aux coparents chez L'Oréal de pouvoir prendre ce temps et d'être payés pour le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est déployé, et d'ailleurs dans certains pays ils vont bien au-delà des 6 à 8 semaines. C'est parfois beaucoup plus, comme aux États-Unis ou dans d'autres pays où il y avait c'est pas du tout la norme. Donc je pense que l'entreprise a un rôle aussi de repenser et de revoir certaines attributions qui se peuvent être données et de pouvoir les accompagner. Oui. Philippe. Il reste une minute. Vous êtes vous avez toutes les trois un lien avec l'Amérique du Nord et la France. Et est-ce qu'il y a un endroit qui est plus en avance sur tous ces domaines, le vieux continent, c'est-à-dire nous, le nouveau monde, eux? Enfin, c'est vous aussi en même temps. Rebecca, peut-être. Rebecca, Moi, je êtes franco-canadienne. Oui, c'est vrai. Je pense pas qu'il y a un endroit qui soit plus en avance que l'autre. Je pense qu'il y a plein de choses très intéressantes qui se passent. On se voit ce qui se passe malheureusement aux États-Unis, c'est qu'il y a une régression très forte des droits des femmes. On voit que l'avortement est remis en cause dans énormément d'États. On voit que la Cour suprême doit statuer sur la limitation de la pilule abortive dans les jours qui arrivent. Que ce soit dans la Constitution chez nous bientôt, enfin là, c'est une bonne chose. Bien sûr, parce que c'est une bonne chose d'un point de vue symbolique. Ça ne veut pas dire forcément que ça va être garanti ad vitam aeternam, mais d'un point de vue symbolique, ça veut dire pas touche à notre corps. Absolument. Merci en tout cas d'avoir été nos invités. Merci beaucoup Margaret Johnson Clark, directrice internationale diversité, équité et inclusion du groupe L'Oréal. Ça va très très vite, hein. C'est 1 heure et pourtant on aurait besoin de beaucoup plus. Merci beaucoup Rebecca Msalam d'avoir été avec nous, entrepreneuse et économiste. Et merci Françoise Bouillet d'avoir été avec nous, CEO de cette entreprise Be The One. On vous invite à réécouter cette émission si vous ne l'avez pas entendue dans son intégralité. Merci en tout cas Aurore de la mettre sur nos réseaux sociaux comme vous le faites à chaque fois. Merci Benoît, merci Aude, merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 17h. Demain 17h pour les vraies voix. Cécile, tout de suite Sud Radio à votre service et à 20h les essentiels de Sud Radio. Et passez une belle soirée. Salut. Belle soirée, à demain.